Bon, en tout cas, merci, merci à tous d'être là, ponctuels, pour cette table ronde qui va durer trois quarts d'heure. Alors, on espère que vous aurez quelques questions. Alors, bien sûr, on va parler de confiance, de défiance, de méfiance. On va vous en dire plus, mais je vais tout d'abord vous présenter mes invités. Alors, Nadège, je vais commencer par toi. Nadège Reynaud, tu es directrice cybersécurité de TNP Consultant. Quelques mots sur l'activité de TNP. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. L'activité de TNP, c'est un cabinet créé en 2008 ne faisait pas de cyber il y a encore un an. Et puis, on s'est lancé avec un associé pour créer l'activité cybersécurité de TNP. En quelques mots. Voilà, en quelques mots. Vivien Murat, bonjour. Alors, tu es chef de division industrie et technologie à l'ANSSI. Là aussi, le positionnement de ta division. Oui, bonjour. Donc à l'ANSSI, il y a des missions de réponse, de réaction quand il y a des incidents de sécurité, il y a des missions de régulation et puis il y a des missions plus de prévention. Donc moi, je représente dans cette partie prévention le rôle qu'on a vis-à-vis des fournisseurs de produits de sécurité et de services de sécurité pour les connaître et puis les accompagner de façon à avoir le plus possible d'offres de confiance sur le marché. C'est très clair. Marie-Céla Pellegrin-Baumel, bonjour, ravie de te retrouver. Alors, tu es responsable nationale de la sécurité des systèmes d'information pour l'établissement français de sang, que je ne connaissais pas. Donc, je veux bien que pour tout le monde, tu expliques le rôle de cet établissement. C'est l'opérateur qui gère le sang en France. On est l'opérateur unique qui va s'assurer des données du sang pour toutes les gens qui ont besoin de faire des transfusions sanguines. C'est la seule et unique entité. Donc, énorme responsabilité par rapport à ces sujets-là, parce qu'il y a, contrairement à ce que l'on peut croire, énormément de systèmes d'information autour de cela. Et il faut être hyper vigilant. Et en plus, données de santé, donc données confidentielles, données sensibles. Et vous pouvez vous imaginer la quantité de problèmes qu'il faut penser et gérer. Tout à fait. Et l'établissement français du sang, je fais partie d'une entité qui s'appelle délégué défense et sécurité. Donc, je suis à N-2 du président de l'OFS, donc je ne fais pas partie de la DSI. D'accord. Et je tiens à le dire. Voilà, important de le préciser. Et puis, Gauthier Lulka, alors, ravi, vous êtes CISO, tu es, CISO de Murex. Et ce qui est très intéressant, et merci beaucoup d'avoir rejoint ce panel, parce que tu vas avoir la double vision, à la fois du CISO, mais aussi d'un éditeur de logiciels. Et je te laisse présenter Murex. Oui, Murex, donc c'est un éditeur de logiciels français spécialisé donc pour les marchés financiers, spécialement pour les marchés de capitaux. Voilà, on est le troisième éditeur de logiciels français. Et comme tu disais, on reçoit, nous, pas mal de questionnaires typiquement de sécurité par rapport à notre produit et par rapport aux services qu'on va mener. Et puis également, nous, on va questionner notre supply chain. Voilà, et en complément, c'est vrai que Nadège a travaillé aussi sur ces questionnaires au niveau du Césan, donc je pense que vous aurez une complémentarité. Alors, je voudrais d'abord qu'on pose le sujet de cette confiance dans l'écosystème, et je voudrais commencer par toi, Nadège. Si on fait un retour en arrière, allez, 15-20 ans, est-ce que on peut dire qu'on est passé ces dernières années de la notion de confiance à la notion de défiance vis-à-vis de notre écosystème? Alors, en préparant... Approche ton micro, n'hésite pas. En préparant la table ronde, moi j'avais du mal avec le mot de défiance, mais méfiance, certainement, ça c'est très très certain. Quand moi j'ai démarré en 2007-2008, j'ai fait que de la cybersécurité dans ma carrière pour le coup. J'étais uniquement chez des clients finaux. Je suis consultante que depuis un an. Avant, j'étais RSSI ou dans des équipes d'RSSI. Et quand j'achetais des outils de sécurité, donc en 2007, j'ai acheté du McAfee comme antivirus. Jamais de la vie, je me serais posé la question de leur propre sécurité. Donc confiance. Moi, ma question, c'était l'efficacité de l'outil, ses mises à jour. Est-ce que ça ne va pas trop faire tomber mon poste de travail? Est-ce que je vais avoir la bonne protection? Mais c'est tout. Je ne me posais pas la question de leur sécurité.
Dans ma dernière expérience, il y a encore 1 an, je travaillais pour un grand groupe. L'essentiel de mon activité résidait dans l'assessment de sécurité de l'intégralité des fournisseurs de ce groupe. Voilà. Dans tout ce qui est security by design. Donc là, pour le coup, je parlerais bien de méfiance parce qu'on n'était pas en position de défiance et on ne l'est toujours pas. Enfin, moi, je ne me sens pas en défiance vis-à-vis des fournisseurs ou vis-à-vis d'un écosystème globalement, mais en méfiance. C'est voilà, vous annoncez de la sécurité, montrez-moi. Alors, effectivement, on peut constater qu'il y a une certaine rupture dans cette confiance. On va y revenir avec nos autres intervenants. Mais est-ce que tu as quelques grandes dates qui pourraient justement nous donner un certain rappel de ce qu'on a vécu? Ça va être via le spectre de ce que j'ai vécu. Donc moi, je démarre ma carrière en 2007. Pour le coup, voilà, la création de l'ANSSI, c'est 2009. Donc c'est juste après, moi je démarrais ma carrière. Et là, en fait, leur volonté, c'était d'établir un niveau de sécurité que tout le monde devait appliquer. Moi, dans ma tête, ça m'a dit, mais est-ce qu'on a tous le même niveau, les mêmes objectifs, les mêmes façons de travailler? Ils vont avoir beaucoup de travail, enfin, clairement. Voilà. Et là, ça a commencé dans mon esprit à moi de membre d'équipe RSSI. J'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir exiger de tout cet écosystème et est-ce qu'on va devoir se méfier les uns des autres? C'est une question, vraiment. Là, ce n'était pas encore une vraie question. Dans la même période, on gère tous des patchs qui tombent tous les mardis du mois, des tonnes de patchs de partout. Et là, on se dit, mais finalement, on nous annonce des produits finis qui ont un certain prix et il faut continuellement les patcher. Ça datait déjà de ce temps-là et ça continue encore aujourd'hui. Donc là, on commence à être sacrément méfiant. On a Snowden en 2013. Là, c'est carrément le tremblement de terre sur la confiance. Je parle bien toujours de baisse de confiance. Hein. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à se dire, mais là, qui surveille qui? Est-ce que mon téléphone est vraiment quelque chose de certain, de sûr? Je mets quand même les données de toute ma vie dedans. Est-ce que je peux avoir confiance? Bon, j'en passe un petit peu, mais il y en a un qui est intéressant, c'est la sanction de la CNIL en 2014, publique vers Orange, donc avec publication dehors, parce qu'il a mal vérifié que son sous-traitant traitait bien les données à caractère personnel en respect de la loi informatique et liberté. Et là, on se dit, tiens, il faut donc qu'on soit extrêmement rigoureux. Évidemment, c'est la loi qui nous le demande, mais est-ce qu'on a le temps de le faire et est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on a bien les process en place pour vérifier que, ouais, mon sous-traitant fait bien le travail que je lui ai demandé de faire et qu'on se doit de faire pour respecter la réglementation. Et hop, cette sanction tombe. Bon, après, il y a Snowden, ça, on en a parlé. Non, Spectre et Meltdown en 2017. Si même le matériel qui est fondu dans les routeurs, etc., et dans les PC n'est plus sûr, bon, bah là, la confiance, ça devient un petit peu compliqué. Je pense qu'on a tous eu cette réaction sur Spectre et Meltdown en 2017 sur les processeurs Intel, AMD et ARM. Oui, la partie matérielle est importante. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bon, puis après, bah, les deux grosses étapes sur la supply chain entre NotPetya d'un côté, hein, c'est bien par là qu'est arrivé NotPetya, hein, c'est l'attaque d'un éditeur de logiciels comptables, hein, qui a ensuite été propagé à des sociétés ukrainiennes, et puis ensuite, bien sûr SolarWinds. Donc voilà, c'est un petit historique, tu as vu, j'ai fait des petites recherches. Oui, non, mais très, très intéressant. Mais pour le coup, voilà, là vous voyez clairement que la confiance du départ était quasiment entière et qu'à la fin, elle n'est plus là. Alors, c'est intéressant ce panel. Alors, Maricela, quand je t'ai appelé, pour préparer cette table ronde, j'avais interviewé quelques CISO et il y en a un qui m'a tout de suite dit moi, je regrette qu'on soit passé dans une notion de défiance. Et toi, tu m'as dit tout de suite il n'est absolument pas question de défiance. Pourquoi? Quel est ton point de vue? Alors, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'il vient de dire Nadège, parce que, en fait, je me positionne parce qu'elle est plus jeune, mais moi, je me positionne bien avant, parce que l'ANSSI, elle existait bien avant 2009. Hein. Non, bien avec avant, un changement de nom, d'ailleurs, qui a évolué. Oui, c'était la DCSSI, c'était déjà l'ANSSI. Mais en tout cas, je pense que cette problématique de méfiance ou de manque de confiance totale vient après de cette situation de... J'étais seule dans mon entreprise, à l'intérieur de mon château. Je faisais attention à toute la partie sécurité physique. On parlait de sécurité informatique. Mais après, j'ai commencé ce départ vers l'extérieur
où on n'était pas encore bien protégé à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, moi, je vous dis, j'ai une vie antérieure passée, j'étais responsable de sécurité chez Bouygues Télécom. En l'année 2000, j'ai mis en place des exigences de sécurité pour tous nos prestataires. C'est-à-dire que là, pourquoi, et on ne parlait pas à cette époque-là de l'externalisation, mais ça commençait à faire ça. Et donc, les exigences de sécurité me permettaient, pour tout ce qui était le développement, pour tout ce qui est sécurité informatique organisationnelle. Et c'est ça qui me permet de dire confiance. Pourquoi? Parce que je pilote la sécurité et mes exigences de sécurité chez le prestataire. Et je contrôle qu'il respecte cela. Voilà pourquoi j'ai confiance, parce que je le mets en amont de mon échange et de mon contrat, parce que je fais faire un plan d'assurance sécurité qui est contractuel. Voilà pourquoi je parle de confiance. Sinon, je ne serais pas confiante. Bien sûr. Alors, tu as travaillé effectivement à l'ANSSI. Tu es arrivé à l'établissement français du sang. Oui. Comment tu travailles avec tes prestataires, justement, pour avoir ce niveau de confiance? Alors, avec les prestataires, donc vous savez, l'établissement français du sang, c'est un établissement public, donc on est obligé de passer par les marchés publics. Et j'arrive un peu en poussant et en changeant les habitudes de cet établissement qui est resté pendant 1 an et demi sans responsable de sécurité. Et je suis assez persévérante. On va dire, pour les gens qui me connaissent, je suis assez persévérante. Et donc, j'ai indiqué que tous les acheteurs, mais tous, sans condition, devaient passer par moi. Pourquoi? Parce qu'aucune exigence de sécurité dans nos contrats depuis le début de l'existence de l'OFS. Et je dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y avait des clauses juridiques. Évidemment, il y a des clauses juridiques qu'en partie vont compenser cette protection, mais ce n'était pas suffisant. Et donc, qu'est-ce que j'ai imposé? Déjà, intégrer la sécurité dans tous les projets, mais dans tout nouveau marché qui se renouvelle, on fait partie. La sécurité a un poids dans le choix du prestataire, parce qu'on fait des cahiers des charges, des CCTP, des cahiers des charges techniques par rapport aux besoins. Et donc, on va noter les exigences que j'ai aimées. Il va avoir une conformité par rapport à mon exigence. Et on va choisir, on va faire un choix des prestataires au début. Et pour les 3 ou 4 qui seront choisis, je fais par rapport à l'exigence un poids. Et de toute manière, même si je dis que celui-là, c'est le prestataire, parce que ça m'arrive souvent, c'est déjà une habitude maintenant chez les acheteurs, ils n'ont pas pris le meilleur qui protège la sécurité, ils ont pris le meilleur par rapport aux besoins de métier. Et je dis, c'est pas grave, parce que de toute manière, il va falloir qu'ils se mettent au niveau. Et donc, on commence par un audit du prestataire par rapport aux exigences, et il va devoir se mettre à niveau pour pouvoir être dans le même niveau de sécurité que l'OFS, pour pouvoir être... En fait, c'est trop dangereux de les laisser libres, parce qu'on parle des données de vous, peut-être. Qui donne du sang à l'OFS ici? Eh bien voilà, on protège vos données. Je peux vous assurer que je me bats pour que les données soient protégées. Voilà. Et c'est important. Donc en tout cas, la confiance, mais on rehausse. Alors pour toi, Gauthier, effectivement, quand on continue notre tour de table sémantique, mais effectivement, tu m'as dit la confiance, mais je préfère le mot de contrôle. Ouais. Mais pour objectiver en fait l'enjeu, pour moi, tout passe par le contrôle. Le contrôle dans le sens maîtrisé et vérifié, qui pour moi ressemble exactement à ce que devrait être la sécurité. Et pour pouvoir travailler en fait dans cet écosystème, que cet écosystème soit sécurisé et que inter-écosystème, en fait, je pourrais dire, ça soit sécurisé également. Comment ça passe? Comment ça se gère, ça? Alors, comme Maricela, je pense qu'il y a une gestion systématique des parties tierces, mais également en interne, en fait. Cette maîtrise, cette connaissance de ces systèmes internes, de ces processus métiers, cette imbrication, donc processus métier interne, quels sont leurs risques, on va avoir besoin d'une analyse de risque pour savoir quels sont les impacts et ainsi de suite. Pour l'externe, on va aussi avoir besoin
d'avoir cet inventaire, quel processus externaliser, quel risque, et ainsi de suite, et après d'arriver à gérer durant le cycle de vie, alors typiquement pour les prestataires, mais cycle de vie, comme tu disais, pré-contractualisation, avec la contractualisation, comment on fait une due diligence, ça veut dire les vérifications une fois qu'on a contractualisé, avec un pass ou peu importe, et puis aussi potentiellement d'ailleurs à la fin du contrat. Et pendant ce contrat, pendant cette durée de vie, comment on va faire avec potentiellement des questionnaires, suivant le niveau de risque, et puis avec des audits, alors maintenant beaucoup plus visio, mais on peut aller jusqu'à des audits on-site pour vérifier exactement qu'un processus fonctionne, que ça aille de la sécurité physique à l'externalisation d'un processus métier. Vivien, de ton côté, quel est ton constat, toi qui es à l'ANSSI maintenant depuis quelques temps, au niveau industriel? Déjà, nous, on parle plus facilement de confiance que de méfiance. Enfin, la méfiance, on l'attribue plus au niveau de l'attaquant. Donc, au niveau de l'écosystème, on parle plutôt de confiance. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un marché qui explose. Enfin, vous voyez, mais c'est autant en volume qu'en complexité. C'est-à-dire qu'on parle plutôt de sécurité du numérique. On a toujours les plus purs players de la cyber. Et puis, on a les gens qui ne sont pas forcément du métier, mais qui ont besoin d'apprendre aussi les aspects de sécurité pour être capables de délivrer des prestations, des produits qui sont justement un minimum de confiance. Donc, nous, on a besoin de plus en plus d'avoir justement ces relais. On est dans une logique de faire. Derrière, il y a des initiatives de plus en plus nombreuses. Il y a des besoins de plus en plus nombreux. Il y a des réglementations qui s'ajoutent aussi à l'échelle européenne, c'est plus qu'un enjeu national. Guillaume Poupard en a parlé. Exactement, donc du coup ça fait une petite référence à ça. Donc il y a un effet d'échelle, et donc pour ça on a besoin de s'appuyer sur des normes et sur des éditeurs ou des prestataires qui respectent ces normes-là. Donc les normes chez nous, c'est pas que les aspects normes au sens standard, ISO, ETSI, CNELEC, etc. Quoique on y travaille, et je pense que là-dessus il y a aussi une coopération publique-privée qui doit se faire. Mais on est aussi très fan de nos référentiels, donc tous les acronymes que citait Guillaume Poupard tout à l'heure, avec ceux qui vont s'ouvrir aussi prochainement. Et derrière, cette notion de visa de sécurité pour identifier assez vite les solutions qu'on estime être suffisamment robustes, au sens où elles ont été prouvées par des standards qu'on approuve, nous, à l'ANSSI. On a le Cyber Security Act qui se met en place petit à petit, qui va donc justement avoir cet effet d'échelle européen pour être capable justement d'avoir un marché unique du certificat de sécurité. Donc la notion de confiance, elle va toujours avoir une notion nationale, mais de plus en plus, elle va avoir aussi une résonance au niveau européen. Donc derrière, la difficulté qu'il y a pour nous, c'est comment on arrive à avoir une robustesse suffisante, une confiance suffisante dans des solutions, avec un bon équilibre sur des aspects de performance. Et là, alors justement, voilà. Alors, le grand sujet de la performance, tu as prononcé le bon mot, parce que comment on gère ce triptyque, confiance, performance, sécurité? C'est toujours complexe d'allier les trois termes. On surfe tout le temps sur des paradoxes. Donc, effectivement, avoir un produit ou une prestation qui répond à des objectifs de sécurité forts et en même temps être suffisamment robuste à des attaques, ça se fait, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que derrière, effectivement, il y a une complexité qui est liée au fait qu'on innove, et c'est ce qu'il faut faire face à la créativité des attaquants, c'est innover. Et donc innover, c'est inventer des concepts nouveaux, c'est ajouter de l'intelligence artificielle, en tout cas de l'intelligence dans des produits, et évaluer l'intelligence, c'est pas forcément quelque chose d'aisé. On a tendance à vouloir cloisonner pour éviter la propagation d'attaques. On fait face de plus en plus à des attaques qui sont automatisées, les attaques dites supply chain. On a des attaques qui sont de plus en plus sous-traitées par du secteur privé. Donc le partenariat public-privé, c'est aussi vrai du côté des attaquants. Donc pour pouvoir faire face à ça, voilà. Donc il y a une innovation sur laquelle on compte côté secteur privé. Et puis charge à nous d'être capables d'évaluer ça pour aussi apporter une forme de preuve, d'attestation que ça répond aussi à des exigences. Et donc là, derrière, ça nécessite de développer des standards. Et donc les standards, on a aussi besoin du métier du secteur privé pour nous dire, voilà, sur ces sujets-là, on peut effectivement attester de la confiance d'une manière différente que ce qu'on a pu faire jusqu'ici.
Alors la confiance, elle se construit de bout en bout. On vous laissera la parole, j'espère qu'on aura du temps tout à l'heure. Maricela, déjà avec les prestataires, on a vu un petit peu que tu as changé les méthodes de travail. Il y a une autre approche qui est extrêmement importante, c'est l'appréhension des métiers, aussi dans les organisations. Comment travailles-tu avec les métiers? Alors, c'est important. Donc, je pense que comme beaucoup d'entreprises, c'est un constat que je fais depuis des années, on avait donné toute cette capacité ou ce droit à la DSI d'exprimer le besoin à la base de métier. Oui. Je suis arrivée pour casser ça aussi en disant non, c'est pas la DSI qui va répondre, c'est le métier qui doit indiquer ses besoins. Et c'est en fonction de ces besoins-là, parce que de toute manière, ils doivent intégrer les éléments du cahier des charges, il faut qu'ils soient intégrés dans ce processus-là. Et les exigences de sécurité se font avec le métier et avec la DSI également et moi, voire le juriste. C'est-à-dire qu'on a un triptyque, donc il y a le métier plus le juriste, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans certains marchés. Donc le juriste, et en fait on réalise une liste d'exigences de sécurité et à chaque fois c'est la même. D'accord, le SAS, le IAS, le PAS, tout ça c'est intégré. Et tout le reste, la plan de sécurité, les audits, l'organisation et la partie sécurité informatique. Et une par une, on va descendre ces exigences-là. Et le métier fait partie du choix de ces éléments-là parce que c'est lui qui connaît le besoin. Et donc, réunion avec eux. Complètement. Ouais. On fait une réunion en 3 heures, on constitue cet élément-là parce que parfois le besoin il n'est pas précis et en fait finalement il arrive à se déterminer dans cette réunion-là. Parce que je pose des questions parce qu'on ne peut pas aller dire bah, c'est ça, je fais un choix, c'est là, non. Quel est le besoin, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et donc on peut travailler et le réaliser de manière conjointe. Et donc c'est une manière de sensibiliser les métiers aussi à la sécurité du système d'information, vous voyez. Donc, ils comprennent que finalement, oui, c'est important et qu'en fait, avant, ils ne faisaient pas cette démarche. Et parfois, c'est compliqué pour eux aussi de voir quel est le risque, d'appréhender ce risque par rapport à leur métier. Ils n'ont pas toujours une très bonne visibilité. Non, ils ne sont pas, mais maintenant, avec tous les attaques qu'on a, là, ils sont très... Et c'est vrai que le travail le travail de la sécurité avec les métiers est très important. Il fait évoluer tout le monde. Guillaume Poupard le disait, il faut que tout le monde monte en compétences. Mais c'est aussi ce travail-là en interne qui est très intéressant. Parce que là, une chose que je fais, c'est de mettre des réunions avec les métiers. Pour tout nouveau projet, je fais des réunions avec la direction informatique tous les 15 jours, donc c'est bimestriel, hein, tous les 15 jours, avec la direction juridique aussi pour le RGPD. Donc c'est ça, tout le monde intervient. Tout le monde autour de la table. Voilà, très important. Tout le monde. Quelle est ton approche pour toi, Gauthier, au niveau des métiers? Ça rejoint beaucoup ce que dit Marie-Céla. Il y a cette sensibilisation. Moi, j'irais presque un peu plus loin, c'est monter en compétence, mais c'est la responsabilisation aussi des gens. La sécurité, ça devient vraiment comme de la qualité, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un organe à côté, mais c'est quelque chose qui doit être intégré dans le travail de tous les jours. J'aime bien le concept de ligne de défense, alors que ce soit pour les prestations ou en interne aussi, la première ligne de défense, c'est le métier, c'est elle qui connaît ses processus, c'est elle qui connaît les enjeux. Avec un peu de sensibilisation, c'est elle qui connaît ses risques, avec ses impacts et ainsi de suite. Et donc, c'est elle, au jour le jour, qui voit si une prestation se passe bien, si une prestation se passe mal, s'il y a des problèmes de sécurité. Après, il y a cette deuxième ligne de défense qui est le juridique, mais bien entendu la sécurité de l'information, où là, on va avoir toutes nos exigences, on va avoir cette maîtrise, on va avoir ce besoin de sensibilisation. Et il y a une troisième ligne de défense, et ça marche donc pour les prestataires externes ainsi, c'est l'audit. C'est-à-dire, OK, on a discuté, tu m'as dit que tu avais bien compris. Bon, à un moment donné, j'ai l'impression que pas forcément. On va auditer, on va voir là où il y a de l'incompréhension, là où il y a un gap, et on corrige. Alors, je disais en introduction, tu as une double casquette. Donc ça, c'est ta vision de CISO. Quand on travaille pour un éditeur de logiciels, comment on appréhende aussi ces sujets-là?
Avec ton autre casquette. Alors, il y a plusieurs sujets. Alors nous, on est audité beaucoup par nos clients. Donc là... Oui, toi. Donc là, voilà, c'est des niveaux de contrôle qui ne sont pas forcément homogènes. Des questionnaires, on peut avoir des audits qui peuvent aller très loin, hein. J'ai eu des questionnaires à 470 questions. Waouh. Voilà. Ce qui est bien, là aussi, il y a une prise de conscience, parce que du coup, je suis éditeur de logiciels, ça me va bien avec la software supply chain, en tout cas, où là, il y a une prise de conscience. On a eu des problèmes avec Log4j, pour ne citer que lui. En décembre, ça nous a fait souffrir. Et leur faire confiance, ou alors, comme je disais tout à l'heure, contrôler tout ce qu'on ingère dans une chaîne de production logicielle, c'est compliqué, c'est pas forcément normé, c'est pas homogène du tout, et d'arriver à faire ce contrôle, commence à être compliqué, ou en tout cas devient de plus en plus facile, mais il n'y a pas ni tout l'outillage, ni tous les processus. On a eu beaucoup de travail pour arriver là-dedans. Voilà. Oui. Et Marie-Céla, tu m'as dit, moi je challenge mes prestataires aussi. Il y a tout un travail de... Oui, en fait, ils disent souvent, beaucoup d'entre eux, ils disent, mais jamais on nous a demandé ça à l'OFS. Je dis, mais avant, oui, mais maintenant, oui. Oui, il y a avant. Donc, ils sont challengés. Il y a certains qui sont pas rassurés, effectivement, parce que la sécurité, elle n'est pas... il y en a un, je ne le cite pas, mais je vais aller voir, je vais faire moi-même un audit, parce que les serveurs sont dans le 17e arrondissement, dans les locaux. Donc, je me dis, bon, il faut que j'aille voir ces locaux-là, par rapport à des données qui sont quand même importantes, je ne veux pas laisser faire. Donc, je me déplace moi-même pour voir ce que c'est. Et ils me font signer des NDA, et après, ils ne vont pas me donner les éléments. Donc, c'est pourquoi je signe alors. Vous voyez, donc il y a de tout, il y a de tout. Mais une chose qui est importante, c'est que c'est possible que si vous le mettez en place, il y aura des résistances au sein de votre entité, des résistances au sein des prestataires, mais il faut rester ferme. Vous voyez, quand vous parlez avec quelqu'un, vous lui posez une question, et après vous vous taisez, vous ne dites rien, on ne dit rien. C'est un type dans la sociologie. Vous ne dites rien, les gens n'aiment pas le silence, et après, ils vont aller, il faut rester calme, et après, ça se met en place, et après, ils sont rassurés, mais au début, il y a quand même une déstabilisation, quand même, hein, parce qu'ils n'ont pas l'habitude dans ce secteur-là. C'est sûr. Alors, Gauthier a parlé beaucoup de compétences et nos regards se sont croisés, Nadège, parce que pour toi, la cybersécurité, c'est un vrai métier. Cela ne se décrète pas, et je vais citer tes propos. Cela s'apprend avec beaucoup de passion. Je crois qu'on est tous passionnés dans cette salle, avec application. Et les certifications, c'est là qu'elles sont importantes parce que ça joue un rôle réel au profit de la confiance. Quel rôle jouent les consultants à ce niveau? C'était très intéressant parce que dans la keynote de Guillaume Poupard, il a dit qu'on aurait pu commencer aussi dans les certifications par les cabinets de conseil et qu'on allait terminer par là. Donc la boucle est bouclée, mais c'est important de voir les compétences aussi à tout niveau. On aurait pu commencer par là, mais finalement, il n'y a peut-être pas d'ordre préconçu à la base non plus, mais ces référentiels sont très bien accueillis. Moi, je trouve ça vraiment très, très bien. Je ne suis pas consultante depuis longtemps et je vous avoue que les équipes souffrent avec moi, puisque ayant été de l'autre côté pendant 15 ans, je sais exactement ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est clair. Il y a des choses qui sortent pas de l'équipe, en tout cas, sans que c'est été mis à niveau en termes de qualité d'une part, mais en termes d'expertise d'autre part, et surtout en termes de sécurité. Voilà, donc là, c'est sûr qu'ils souffrent un peu. Mais c'est très, très bien. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir des consultants impliqués qui vont apporter de la valeur à leurs clients. Donc, soit, quand on vient chercher des consultants, c'est soit qu'on manque de temps, parce qu'on sait faire, on n'a pas le temps, soit on manque d'une expertise ou on a besoin d'un regard sur un sujet, voire les deux en même temps. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision, mais en tout cas, il est hors de question de ne pas avoir quelqu'un qui a l'expertise qui vient vous voir. Il est pour moi inconcevable qu'un client vienne former un consultant. C'est juste pas possible. Et donc pour moi, tout ce qui est certification, qualification et formation, globalement, sont des choses qui sont vraiment importantes à triple titre.
C'est que déjà, pour l'individu, c'est gratifiant, puisqu'il va se former, il va aller à un examen potentiellement ou être qualifié par l'ANSSI ou par d'autres organismes ailleurs. Et voilà, il obtient quelque chose, donc c'est gratifiant pour lui, il a fait quelque chose, ça remplit son CV aussi. C'est gratifiant pour le cabinet ou pour la société de prestataires qui a des équipes qui ont fait ce passage. Et puis on a un pourcentage de personnes formées, certifiées, qualifiées. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Ils ont obtenu leur diplôme pour ça. Et puis globalement, c'est vertueux. C'est-à-dire que pour le client, bien sûr, il peut vérifier, contrôler, mais au moins, il a déjà d'emblée la certitude que certaines qualifications typiquement PASSI ne s'obtiennent pas en claquant des doigts. L'entreprise investit dans des locaux, a investi dans des dispositifs, des méthodes, elle a tout écrit. Et puis elle a impliqué certains de ses consultants dans un processus de qualification individuelle et ils sont testés au cours d'un examen avec quelqu'un qui les surveille. Voilà, c'est pas, ça se décrète pas. Ça se décrète pas. Vivien, comment est-ce qu'on transfère les compétences sur les parties métiers? Parce que c'est le côté un peu plus complexe, peut-être. En fait, c'est l'idée générale de la coopération qu'on peut monter entre, en l'occurrence, entre l'agence et les partenaires étatiques avec le secteur privé. Le secteur privé, ce n'est pas uniquement la partie fournisseur de produits et de services. J'englobe aussi les commanditaires, ça rejoint un peu ce qui a été dit avant. Donc c'est l'idée d'avoir un peu la même grille de lecture quelque part. Si les commanditaires n'exigent pas non plus la même chose et n'ont pas aussi une lecture des risques. C'est-à-dire que d'un côté, on ne peut pas demander effectivement un téléphone sécurisé au niveau diffusion restreinte, de pouvoir aussi aller sur Facebook ou sur des sites de billetterie de voyage. Donc ça, c'est quelque chose que les commanditaires doivent comprendre, enfin en tout cas que les utilisateurs doivent comprendre. D'un autre côté, il y a aussi une exigence à fournir vis-à-vis des fournisseurs pour que justement il y ait aussi une forme d'homogénéité et puis que ce soit aussi plus simple du côté des fournisseurs d'avoir cette grille de lecture commune en termes d'investissement. Donc voilà, donc il y a une coopération qui est liée au fait d'avoir une vision commune. Et puis derrière, pour nous, c'est la diffusion de doctrine. Donc ça passe par des publications de l'agence que vous connaissez. Et puis ça passe des fois par des travaux dans des projets communs avec certaines sociétés quand on a des intérêts communs. Donc on peut avoir des ateliers techniques dans lesquels on va transférer de la connaissance. Et puis c'est un peu le jeu dans les deux sens, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'il y a des domaines, le cloud, l'infogérance, etc., où nous, on ne fait pas à l'agence, on ne fait pas de cloud, on ne fait pas d'infogérance. Donc là, on a aussi besoin de comprendre comment les métiers fonctionnent. Il y a des domaines où on est peut-être un peu plus connaisseur. La détection, la réponse à incident, là pour le coup, ou l'audit, on sait un petit peu, on pratique nous-mêmes. Ce qui n'empêche pas d'avoir là aussi quand même du retour terrain. Donc voilà, il y a cette idée de travaux sur le terrain, il y a cette idée de diffusion d'éléments doctrinaux. Et puis après, il y a des grandes mécaniques. Donc, les grandes mécaniques, ça va être des programmes de transfert de compétences, comme on est en train de monter avec INRIA sur le site du campus cyber, où là, on va essayer d'associer le plus possible le monde de la recherche avec le monde industriel, avec là aussi une idée de projet commun. Derrière le transfert de compétences, il n'y a pas que l'open source. Ça marche bien, on le fait, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres mécaniques, là aussi, pour transférer du savoir-faire. On va aussi monter un centre national de coordination. Alors ce truc-là, c'est une déclinaison d'une volonté européenne d'avoir un maillage au sein des États membres de centres qui vont avoir là aussi une grille de lecture commune sur quelles sont les priorités de financement dans le domaine de la cyber. Et donc, ça veut dire derrière, très concrètement, comment on finance de manière à peu près homogène en Europe le secteur privé pour innover collectivement, pour peut-être avoir aussi des produits avec une forme d'autonomie derrière, au sens souverain du terme. Donc voilà, il y a un début de politique industrielle européenne sur le sujet cyber et derrière des financements en cascade qui vont être fléchés par les différents centres nationaux. Donc il y a ça aussi qui va se monter. Voilà, donc bon, tout ça pour dire que si on n'a pas, il faut choisir ses combats, il
faut avoir à peu près la même vision d'ensemble pour justement être capable d'avancer dans le même sens, quoi. Alors, tu as cité le cloud, qui est souvent associé au terme de confiance. Quel est ta vision, le positionnement? Guillaume Poupard est revenu, bien sûr, tout à l'heure quand il a listé un certain nombre de points prioritaires. La vision de l'agence sur le cloud. Alors, sur le cloud, je ne vais pas revenir sur ce que Guillaume a raconté tout à l'heure. Ce que je peux ajouter, donc nous, vous connaissez le Secnum Cloud, puisque ça commence maintenant à être bien connu. Il y a eu pas mal de choses qui ont circulé sur le Secnum Cloud, donc notamment des interprétations, des mauvaises compréhensions sur ce qu'on cherche à faire avec Secnum Cloud. Donc Secnum Cloud, c'est à la fois des bonnes pratiques de sécurité, mais c'est aussi pour nous un niveau d'assurance qui est assez élevé. Et donc c'est ce qu'on promeut au niveau européen, puisque derrière l'idée, c'est d'avoir un schéma européen de certification pour le cloud. Et on cherche à avoir au niveau élevé quelque chose qui soit dans la continuité de ce qu'on promeut avec le Secnum Cloud. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement des enjeux techniques, mais aussi organisationnels et juridiques. On veut absolument, notamment, s'extraire des juridictions étrangères qui sont contraires au droit européen. On veut une application stricte et unique du droit européen sur le cloud. Voilà. Donc ça, c'est ce que permet Secnum Cloud. Donc il n'y a pas de mauvaise interprétation à avoir là-dessus. Une entité, un service qui est qualifié Secnum Cloud et effectivement apporte une forme de protection vis-à-vis typiquement des lois étrangères à portée extraterritoriale qui peuvent compromettre l'accès à la donnée. Donc la dernière version justement de Secnum Cloud la mise à jour a été faite pour clarifier ces aspects-là. Donc voilà, donc il y a ce concept, il y a on va dire ce jeu d'exigence. Et puis derrière, il y a la mécanique qu'on développe pour aider les industriels à se mettre en conformité. Donc il y a ce que je citais auparavant. Et puis il y a des nouvelles choses sur lesquelles on travaille. Le politique a annoncé récemment qu'on était en train de travailler avec le SGPI et Bercy et la BPI pour mettre au point un dispositif d'accompagnement des petits offreurs, enfin des gens qui offrent des solutions en SaaS ou en PaaS. Et donc là-dessus, on espère ouvrir dans les prochains mois justement ce dispositif pour faciliter l'accès à un service de mise en conformité, si on peut caricaturer de cette manière-là, pour aussi faciliter et mettre le pied à l'étrier. C'est un peu le concept du plan de relance, quelque part derrière, c'est reprendre un petit peu les ingrédients du plan de relance et aider le secteur privé à se mettre à niveau avec les bons ingrédients. Voilà, monter tous ensemble en compétences. Avant de vous laisser la parole, un mot de conclusion. On va commencer peut-être par toi, Gauthier. Un mot de conclusion, de préconisation, de... Moi, je pense que la coopération, c'est le maître mot. C'est le maître mot. Et puis, la responsabilisation aussi. La coopération amène aussi la responsabilisation pour arriver à quelque chose d'homogène, ou en tout cas un objectif commun. C'est là. Moi, je dis la même chose que dit Gauthier de toute manière. C'est important de le faire pour avoir cette confiance-là. C'est nécessaire de gérer ces prestataires, surtout quand vous mettez à disposition votre système d'information. C'est ça qu'il faut faire. Voilà, pas perdre le contrôle. Oui, la manière de le faire, après, vous la mettrez en place, mais c'est majeur, c'est par là, l'ANSSI le dit souvent, l'augmentation des attaques viennent par les prestataires externes. Et ce n'est pas une question de... Il faut travailler dans la confiance, mais en ayant cette possibilité de contrôle et d'exigence. Voilà. Vivien, un peu dans la continuité de ce que disaient là aussi les différents intervenants, puis de ce qui a été dit en plénière tout à l'heure, sur ce que c'est que la souveraineté, et derrière, du coup, de ne pas se tromper de combat. La souveraineté, c'est pas que qu'un concept de l'État, quelque part. C'est aussi un concept du secteur privé, donc c'est quelque chose qui rejoint un peu cette idée de coopération. Je pense que là-dessus, il faut jouer ensemble, quoi. On est tous dans le même bateau. Dans le même bateau. Le mot de conclusion pour toi Nadège.
quelle responsabilité. Donc, tout ce que vous avez dit, moi je le rejoins. Le socle de base, les exigences, la vérification, ça c'est quelque chose de vraiment majeur. Une fois qu'on a fait ça, je me rappelle d'une autre keynote de Guillaume Popin il y a quelques années qui dit voilà, il a fallu que l'on réglemente à ce niveau-là. C'est quand il a annoncé Nice. Il a reparlé de à Nice force de bonnes pratiques et de vérification, on se rend compte que beaucoup ne sont pas au niveau. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est que des fois ils peuvent pas. Et allons vers la réglementation. Et effectivement, quand on se retrouve avec un écosystème réglementé de manière raisonnée, la confiance se réinstalle. Voilà. Et puis, à un moment donné, quand on a fait tout ça, l'analyse de risque, etc., eh bien, à un moment donné, il faut peut-être aussi accepter les risques résiduels. Et j'ai parlé de se faire un petit peu violence sur la confiance aussi. À un moment donné, voilà, quand on a tout bien fait, bien contrôlé, une belle coopération et que tout se passe bien, on va peut-être y aller maintenant, on va travailler. C'est parti. Et c'est parti, en tout cas pour vous. Est-ce que vous avez une question ou est-ce que vous souhaitez intervenir? Il nous reste quelques minutes. Oui, monsieur, je vais dire à vous, autant qu'on profite du micro. Donc, Alain Chassot, de la Massif. On parlait effectivement de la confiance, on parlait du cloud. Je ne sais pas mes homologues ici, mais moi aujourd'hui, quand j'essaye de faire remplir des exigences sécurité par le GAFAM, c'est zéro. On parle également de contrôle. Les clauses d'audit, ils les refusent systématiquement. Et la seule chose qu'ils nous apportent, c'est effectivement des certifications. Après, une certification, ça vaut finalement que ceux qui la croient. C'est un peu comme les belles promesses. D'autant plus qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a pas mal d'entreprises certifiées qui se font attaquer quand même. Donc, ce n'est pas un gage de sécurité, c'est plutôt un gage de conformité. Et donc, par rapport justement à ces entreprises de cloud, quelles seraient vos recommandations, préconisations pour traiter la confiance avec ces prestataires? Vous posez la question à qui? Parce que moi, j'ai une réponse, mais je laisse mes... J'ai une réponse, mais je laisse... Alors, moi, je vous dis, j'ai audité Assure. D'accord? C'est une question de conviction. C'est-à-dire que vous devez connaître bien votre sujet, aller chercher les lois américaines, et je leur dis, si vous n'êtes pas capable de le faire, si je ne peux pas auditer, on va arrêter et vous allez perdre le contrat. C'est très simple. C'est très simple. Et donc, il y a quand même beaucoup d'enjeux autour de ça, je peux vous assurer qu'ils se sont mis à table. J'ai deux prestataires. Avant que j'arrive à l'OFS, il y a eu des passages sur le cloud ou sur certains systèmes d'information. Et je me suis battu pour ça. Et actuellement, on est en train d'opérer dans un opérateur français, Novacom, hein, pour ne pas le citer. Mais cette partie, une partie du système d'information est faite par Assure et l'audit a été fait. Des intrusions des intrusions notamment parce que la partie sécurité physique elle n'est plus là, mais la partie organisationnelle et des intrusions et les serveurs on a effectué. Et c'est une question. C'est comme ça que je fais. Il y a les exigences de sécurité également. Ils ont été acceptés, vous voyez. Donc, mais là, il a fallu négocier avec les juristes et convaincre les juristes. Ils disaient non, on ne baisse pas les bras et on va jusqu'au bout et on a réussi. Et ça se passe et ça se travaille très bien avec de la confiance, vous voyez. Mais il faut insister. Et l'aide du juridique. Oui, exactement, l'aide juridique. Voilà. Oui, bonjour, Eric Vedel, donc de la société Cisco. Moi, j'ai une question en relation, on a un petit peu parlé, l'intelligence artificielle et le machine learning. En fait, il y a beaucoup de promesses autour de ces outils-là, de cet outillage, qui sont censés être un peu le nirvana pour aider l'humain à prendre des décisions ou à détecter, bloquer plus rapidement. La question sous-jacente est quel est le niveau de confiance derrière ces algorithmes de machine learning. Et je pousserai le bouchon un peu plus loin en disant comment s'assurer qu'il n'y a pas des choses malveillantes qui sont amenées en plus de ces algorithmes dans ces boîtes noires, dans ces appliances
qui traînent à droite à gauche dans nos réseaux. Voilà. C'est pour moi, c'est un bon. D'accord. Question complexe. On me dit que c'est pour moi. C'est une très bonne question. La réponse n'est pas évidente parce que on voit bien. Alors, on met de côté dans le monde des produits qui maintenant il y a de l'IA partout, enfin dans tous les produits. Donc, il faut déjà faire la part des choses entre le marketing, on va dire pur jus, et effectivement ce qu'il y a sous le capot et qui effectivement fonctionne. Et quand ça fonctionne, c'est formidable parce que effectivement là, on a un vrai gain de sécurité. On a aussi même une réactivité par rapport aux attaques qui sont de plus en plus. Il y a un fait de spontanéité dans les attaques où on a besoin effectivement d'une réponse extrêmement rapide. Donc là-dessus, les algorithmes sont extrêmement puissants. Derrière, il y a des notions d'explicabilité, il y a des notions de normes. Comment on gère effectivement des histoires de biais, par exemple, dans l'apprentissage des algorithmes. Comment on gère aussi des aspects de performance. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de normes qui existent qui permettent d'établir justement des méthodes ensuite d'évaluation. Ça démarre. Il y a déjà des laboratoires qui ont commencé à plancher sur le sujet, des laboratoires privés, publics, qui commencent un petit peu à proposer des choses. Donc il arrivera un jour où on sera capable effectivement d'apporter une forme d'attestation, c'est à peu près sûr. Mais à l'heure actuelle, effectivement, moi je ne connais pas de certificat de sécurité sur ces sujets-là. Oui. Les qualifications CSPN, en fait, sur des fonctions de filtrage, en fait, réseau. Est-ce qu'on peut penser avoir des systèmes de qualification, justement, de systèmes d'intelligence artificielle, machine learning, qui vont aider, justement on peut y penser ou c'est un peu futuriste, trop futuriste? Non, au contraire, de toute façon, c'est dans la suite logique des choses. Forcément, on a toujours un train de retard. C'est logique, puisqu'il y a toute cette construction derrière que je viens d'évoquer qui est nécessaire pour être capable justement, déjà nous, de monter en puissance, de savoir comment on peut évaluer ces sujets-là, donc on est toujours un train de retard. Donc historiquement, effectivement, la position c'était plutôt de dire plus il y a d'intelligence, plus il y a des risques. Nous on gère les risques, donc par rapport justement à la question d'avant, on ne cherche pas à avoir une sécurité absolue, il y a des niveaux d'assurance à atteindre et effectivement charge à l'acheteur de comprendre en achetant le certificat ce que ça recouvre derrière. Donc derrière, effectivement, si on veut avoir un très bon niveau d'assurance, on cherche à avoir un produit qui est extrêmement maîtrisable dans sa chaîne de développement, dans ses fonctionnalités. Voilà. Donc l'astuce à l'heure actuelle, c'est de dire, moi, mon certificat, je le mets sur un périmètre qui est évaluable. Donc il y a peut-être des zones qui ne sont pas évaluables, mais ce n'est pas forcément grave. Peut-être que le commanditaire va me dire, moi, dans mon analyse de risque, ce qui m'importe, c'est que le système d'administration, par exemple, est fiable. En tout cas, fiable au sens robuste par rapport à des attaques. Il n'y a pas de risque derrière d'innocuité, d'atteinte à l'innocuité en passant par les interfaces d'administration, les API, ce genre de choses. Et ça peut être suffisant. Et de dire, moi, je vais attester que ça, c'est bon. En parallèle, il y a des travaux et on a aussi besoin, là encore, de la coopération avec le secteur privé pour être capable, petit à petit, de dire on peut évaluer, on peut attester d'un certain niveau de confiance sur du machine learning. Mais on est au début de ça. Et donc, à l'heure actuelle, effectivement, mais je ne connais pas même dans le monde de certificats qui existent sur ces sujets-là. Oui, c'est un sujet très, très complexe. Est-ce que on a fait le tour? En tout cas, je vous demande de les applaudir. Merci beaucoup de vos interventions. Et ensuite, il y a la keynote dans 10 minutes. Merci beaucoup.